les photos vénopulmonaires anormaux totaux et je montrerai quelques exemples de ventricule unique avec obstacle pulmonaire si vous voulez. Donc d'abord, pour les pédiatres, et ça vous pouvez discuter avec eux, s'il y a des difficultés diagnostiques ou des difficultés d'accès à l'échographie à la maternité, on peut faire d'abord ausculter les enfants, c'est-à-dire qu'on dit classiquement que si on a une cyanose sans souffle, c'est plutôt le transpo. Si on a une cyanose avec souffle, c'est plutôt un obstacle pulmonaire, avec un shunt à l'étage ventriculaire ou atrial. Si on a des états de défaillance hémodynamique majeure, on peut penser à une maladie d'Epstein sévère ou un retour pulmonaire anormal total, en particulier quand il est bloqué. Mais aussi on peut faire des radios, je pense que vous l'avez dit, Saïd, tu l'as dit, et classiquement, quand on a une pathologie avec un obstacle pulmonaire et donc un hypodébit pulmonaire, avec une dilatation et une hypertrophie du ventricule droit, on a une radio typique avec un cœur qu'on dit en sabot et un parenchyme pulmonaire qui est très noir parce qu'il y a peu de sang qui va à l'intérieur, il y a une hypovascularisation pulmonaire. La transposition des gros vaisseaux, c'est pas le sujet de la présentation, mais on aura plutôt une forme couchée, et pas en sabot, et une vascularisation normale. Si on a un cœur de taille relativement normale, mais qu'on a un aspect d'OAP, c'est-à-dire d'opacité floconneuse bilatérale, ça veut dire souvent qu'on a un obstacle post-capillaire, donc une radio d'OAP, qui sera la même que chez l'adulte, et donc c'est souvent un retour veineux pulmonaire anormal total bloqué. Et si on a une cardiomégalie monstrueuse qui prend tout qui prend tout la radio, c'est souvent un signe de maladie d'Epstein. Voilà. Donc ça c'est très simple et c'est très facile et très important. Donc la tétralogie de Fallot, c'est classiquement la cardiopathie cyanogène la plus fréquente, chez nous comme au Maroc ou ailleurs. Et comme c'est une tétralogie de Fallot, elle est caractérisée par 4 anomalies anatomiques, une CIV, qu'on appelle une CIV conotroncale, donc qui rentre dans le spectre des CIV conotroncales, comme on vient de voir, qui est juste sous la valve aortique. Je ne vais pas trop complexifier les choses, mais elle est vraiment juste sous la valve aortique. On a une dextroposition de la ricine aortique, vous voyez qu'il y a vraiment un cheval sur la CIV, ça c'est ce qu'on dit classiquement. On a une bascule du septum conal, c'est-à-dire de la zone ici normalement qui ferme la CIV, qui vient basculer à l'intérieur, qui vient fermer la voie pulmonaire. Et on a donc un obstacle sous-pulmonaire, un obstacle infundibulaire, comme on dit classiquement, mais aussi une hypoplasie variable de la voie pulmonaire avec une petite valve pulmonaire. Petite valve qui est souvent dysplasique, donc là il y a 3 feuillets, mais souvent en fait il y a des bicuspides. Et on a des obstacles pulmonaires en général un peu petites, voire très petites dans les formes graves. C'est pour ça qu'on a une tétralogie de Fallot. TIV, dextroposition de la valve, obstacle du cœur droit et hypertrophie ventriculaire droite adaptative. Et on fait l'analyse doppler des obstacles. On a souvent donc le double obstacle, infundibulaire ici en lame de sabre et valvulaire en voie de gant. Donc c'est pour ça qu'on a une tétralogie. Et cette tétralogie, en fait, elle est liée à une monologie sur le plan embryologique et anatomique, c'est-à-dire qu'on a un mal-alignement avec une déviation de ce qu'on appelle le septum conal. Le septum conal, c'est ce septum qui est censé fermer ici, sur la voie d'éjection, l'espace entre les deux ventricules. Quand il est basculé vers la droite, on a donc l'obstacle, la dextroposition, puisque l'aorte dépasse vers la droite, la TIV, l'obstacle valvulaire et l'hypertrophie adaptative. Voilà une photo du ciliaire avec la large CIV et la bascule du septum conal et la dysplasie valvulaire et l'hypertrophie compensatrice. Donc c'est ça la tétralogie. Et de manière très simple, on va voir cette aorte à cheval, voilà le VG, voilà le VD. Bon, ça c'est une coupe, disons, à l'anglo-saxonne avec le diaphragme en bas, le cœur posé sur le diaphragme. On a l'aorte à cheval avec la CIV. On voit ici qu'il y a la voie droite qui est accélérée, là on voit pas très bien. Là ici, on voit pareil la déviation du septum conal dans la chambre de chasse avec un obstacle infundibulaire. Encore une fois, en sous-costal, ça c'est plutôt des coupes qu'on fait chez les bébés. La CIV avec la haute à cheval. Et si on se met en coupe sagittale, vous voyez très bien ici, le septum normalement il ferme la CIV ici, il bascule en antérieur vers l'infundibulum, donc ça crée une CIV large.
ça crée un obstacle infundibulaire avec une filière infundibulaire qui est très étroite, une valve qui est disponible et ici, en l'occurrence de bonne taille. C'est pour ça que vous voyez ici l'obstacle dynamique en lame de sabre et ici vous aurez l'obstacle valvulaire en bois de blanc. Donc ça c'est vraiment classiquement la néphrologie de Fallot. Souvent on a des artères pulmonaires qui sont un peu petites, vous voyez ici. Elles sont parfois très petites, ça c'est un problème, mais souvent un peu petites et ça ne pose pas trop de problème pour la réparation. Encore une fois, on peut rentrer dans le contact, une large CIV non restrictive avec un shunt bidirectionnel, mais surtout un shunt de la droite vers la gauche en systole qui va donner la scène. Là, vous voyez un petit axe, ça c'est des coupes que vous connaissez bien. La bascule du septum ici, normalement ça vient fermer ici, donc ça se bascule en avant et ça vient créer un fundibulaire ici. En l'occurrence ici, il y a un anneau qui est pulmonaire qui n'est pas si petit que ça. Voilà, encore une fois, vous voyez cette bascule ici, et cette valve ici, donc, qui n'est pas hypoplasique, mais qui s'ouvre un peu en dôme. Et donc, vous voyez quand même que l'obstacle commence bien avant la valve, il commence ici. Donc, vous voyez que souvent, l'obstacle le plus important, ça peut être l'obstacle infundibulaire. Mais vous avez un gros souffle à l'auscultation, ça vous aide. Voilà le double obstacle que je vous ai déjà décrit, sur lequel je vais passer. Et donc, pour ce qui est des anneaux pulmonaires, on a souvent des anneaux qui sont de petite taille. Parfois, on peut les conserver s'ils sont pas hypoplasiques ou peu hypoplasiques. Quand ils sont très hypoplasiques, souvent on ne peut pas les conserver. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait un patch transannulaire. Vous êtes familier avec ça. Et quand on fait un patch transannulaire, après on va avoir une fuite qu'on va suivre parfois jusqu'à l'âge adulte. Et je vous ai dit qu'il y avait souvent des dysplasies valvulaires. Vous voyez ici c'est la valve aortique, ici c'est la valve pulmonaire. Et vous voyez que l'anneau est minuscule et la valve est dysplasique. Il y a une bicuspidie avec des fluides qui sont très épais. Là aussi, encore une fois, un anneau qui n'est pas si hypoplasique que ça, mais une valve qui ne s'ouvre quasiment pas, avec donc une accélération qui est très importante. La forme la plus grave de la tétralogie de Fallot, c'est la tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, parce que, effectivement, il va y avoir une hypoplasie associée des artères pulmonaires, et parfois les artères pulmonaires peuvent être absentes même. Et ce qui est évidemment extrêmement complexe, et parfois sont extrêmement petites, il fait que pour refaire une intervention chirurgicale et refaire une circulation qui est proche de la normale, c'est très complexe parce que les artères pulmonaires ont du mal à grandir et elles ne vont jamais reprendre une taille normale comme on pourrait l'espérer chez un enfant puis chez un adulte. Et souvent c'est associé à des collatérales, ce qu'on appelle des collatérales orthopulmonaires en français ou des MAPK en anglais, qui vont venir suppléer la vascularisation pulmonaire, suppléer en fait l'hypoplasie des artères pulmonaires. Et ça va se présenter, donc il y a simplement des fois un plancher valvulaire interporé, c'est une atrésie valvulaire avec des artères plus ou moins normales, mais parfois il y a une hypoplasie du tronc et même une hypoplasie très sévère des artères pulmonaires. Et pour le diagnostic échographique qui vous intéresse aujourd'hui, on a toujours cette large CIV coloventriculaire, mais là, on ne va pas voir, en fait, on va avoir une sortie unique du cœur par la aorte. Et on ne va pas pouvoir voir de passage au niveau de l'infundibulum vers les artères pulmonaires. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'importance du canal artériel, parce que l'enfant ne va survivre, et il va y avoir un apport sanguin dans les artères pulmonaires uniquement par ce canal artériel, qu'on voit bien dans la concavité de la crosse de l'aorte. Et donc, ça définit une pathologie plutôt dépendante pour la perfusion ou la circulation pulmonaire. Donc, si le canal est en fermé, il faut mettre de la protéine, sinon l'enfant va décéder. Et parfois, dans ces formes d'abso complexes, le canal peut rester ouvert parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années. C'est un petit peu ça qui paradoxalement, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dur à opérer sur le plan chirurgical, mais parfois les enfants peuvent rester en vie, et même jusqu'à l'âge adulte, grâce à cette suppléance du canal artériel et des artères collatérales. Et donc ça se présente comme ça. Vous voyez l'aorte en général très dilatée et vous ne voyez pas de connexion entre le cœur et les artères pulmonaires. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va rechercher ce qu'on appelle les collatérales aortopulmonaires qui peuvent naître de l'aorte thoracique descendante souvent, parfois des sous-clavières. Et on va faire la cartographie de ces artères, soit en échographie. On peut voir bien ici, vous voyez, ça c'est une suppléance qui vient ici de l'artère sous-clavière. Soit on va faire ça, soit de l'aorte thoracique descendante. Je vais vous montrer ça, donc il y a des classifications en fonction de la taille des artères pulmonaires, de taille
pseudo-normale, petite, on appelle ça une moite, ou absente. Ça, c'est une des classifications. Vous voyez ici, on a des canaux artériels qui sont très malformatifs, très larges, très tortueux, souvent avec un take-off vertical, alors que normalement il est horizontal. Bon, ça, c'est des caractéristiques techniques qui intéressent surtout les cardiopédiatres, mais on peut voir ça, et vous pouvez le voir, vous pouvez même voir ça chez les adultes parfois. Alors, pour bien faire la cartographie de ces artères, en réalité, on fait des examens de coupe, si on veut faire de l'image non invasive. Le scanner, c'est vraiment l'examen rêvé parce que ça permet d'avoir toute la cartographie des artères, avec des scanners standards, qui sont un peu. J'ai eu la chance, le privilège de travailler à Casablanca avec l'équipe de SIDE notamment, et on voit que vous avez des radiologues et des techniciens qui font des images qui sont vraiment de très grande qualité, qui n'ont rien à envier à ce qu'on fait en France ou ailleurs. On fait, quand on veut faire des cartographies ou des traitements interventionnels, on fait aussi des cathétérismes. Et vous voyez ici que depuis leur descendance, on injecte et on voit toutes ces collatérales qui ressemblent à des artères pulmonaires, hein, qui n'en sont pas, mais après de prime abord, comme ça, on peut avoir l'impression que ce sont les artères pulmonaires. Ouais, et ici, une artère qui vient de la sous-canal. Xavier? Ça ressemble. Oui. C'est très intéressant tout ce que tu nous montres. Il te reste 5 minutes, comme ça tu pourras sélectionner un petit peu ce que tu peux nous montrer. Merci. Absolument. Donc, ça, c'est le plus important, la topologie de Fallot. On a aussi ce qu'on appelle les atrésies pulmonaires à septum intactes. Donc là, il n'y a pas de CIV, et le shunt va se passer par la CIA. Vous voyez, donc, vous allez regarder, bon, ici, c'est une zone pulmonaire critique, la valve pulmonaire s'ouvre à peine. Parfois, la valve, vous voyez, ce tout petit flux, parfois, c'est imperforé. Et donc, on a souvent des ventricules droits qui sont petits, des ventricules droits qui sont musclés. On a souvent des petits cuspides sévères, et en fait, le shunt se fait par la CIA ou par le foramen valcarmien. C'est ça que je voulais vous montrer. Et en sous-costal, vous voyez ici, il y a un large foc, et la cyanose se fait par l'oreillette. Voilà, on a souvent cet aspect de ventricule très hypertrophique, et ça, c'est un traitement qui se fait souvent par cathétérisme. On peut perforer la valve, et on va mettre après un petit ballon pour ouvrir ça. Dernière chose, ou avant-dernière chose, c'est la maladie d'Epstein. La maladie d'Epstein, vous savez que c'est une anomalie de développement de la tricuspide, avec une atrialisation du cœur droit, du ventricule droit. Chez le fœtus, ça donne des cœurs énormes. On appelle ça un cœur mur à mur, parce que ça va de part et d'autre des côtes. Dans l'échographie fétale, on peut voir ces fuites tricuspides massives des oreillettes droites qui sont géantes, avec de l'insuffisance cardiaque, avec ce qu'on appelle de l'anasarque, ici, ou des hydrops. Et chez l'enfant, c'est pareil. On a des cœurs énormes à la cardiomégalie, on a des fuites énormes sur l'échographie postnatale, avec un shunt qui se fait à l'étage atrial. Et donc, on a une cyanose avec un shuntement à l'étage atrial et souvent un hypodémie pulmonaire. Donc, je vous montre ces exemples-là, ça c'est les nouveau-nés. On peut même avoir des atrésies pulmonaires fonctionnelles parce que le ventricule droit devient minuscule. Et parfois, la valve elle est tellement décalée que vous ne voyez pas de valve. Là, la valve elle est vraiment quasiment collée à la valve pulmonaire. Et ça fonctionne comme s'il y avait une atrésie tricuspide, parce qu'il n'y a quasiment pas de valve, il n'y a pas d'ouverture entre l'oreillette droite et le ventricule. On voit juste ce tout petit fifrelin de sang qui passe, et avec le fait de la valve, elle s'ouvre ici, et ici vous avez la valve pulmonaire. Donc on a classiquement le VD atrialisé et une petite partie de VD fonctionnel ici. Voilà, vous voyez ces fuites massives. Et le RVPA, c'est la pathologie néonatale la plus grave, parce qu'elle entraîne souvent des décès néonataux. Et le RVPA, c'est-à-dire que toutes les veines pulmonaires se jettent dans le cœur droit, soit par le tronc veineux innominé, soit intracardiaque, c'est des pathologies qui sont très sévères. On a souvent cet aspect d'un énorme cœur droit avec un septum qui bombe vers la gauche, puisque le sang, en fait, remplit le cœur gauche par le foramen valcarmien, c'est la seule raison pour laquelle les enfants restent vivants. Et donc, c'est ça l'aspect que vous devez regarder en échographie, le bombement vers la gauche, tout petit auger avec le sang qui passe à travers le foc.
Donc c'est très important. Il y a différentes formes anatomiques, je ne vais pas complexifier. Et donc on a, voilà, ça c'est une image de retour supracardiaque, avec tout le sang qui passe par le collecteur, le TVI qui est énorme et la ventilation qui est énorme. Donc ça c'est le retour veineux pulmonaire, c'est très rare. Parfois c'est intracardiaque, ça passe à travers le diaphragme et ça se sténose. Et les formes les plus sévères, avec en général des enfants qui décèdent à la naissance si on ne les met pas sous HFO ou sous assistance cardiaque. Et enfin c'est le VU. Le VU, il peut avoir toutes les formes anatomiques, ça n'a aucune importance. La seule chose qui a d'importance, c'est de savoir est-ce qu'il y a une atrésie pulmonaire associée ou une sténose pulmonaire associée. Ça, c'est un VU à double entrée, il y a 2 valves, avec une sténose pulmonaire en écho ou en IRM. Ça, c'est une atrésie tricuspide. Vous voyez, il y a une atrésie fibro-graisseuse, mais ce qui nous intéresse, c'est une sténose ou une atrésie pulmonaire qui va définir la sténose. Voilà, ça c'est en échographie, atrésie pulmonaire. Ou bien hypoplasie du cœur gauche. Là, il n'y a pas de ventricule gauche, tout passe par la tréia, et donc la circulation est mixée, mélangée. Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre et la physiologie, l'anatomie et le mécanisme de la scène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Xavier, pour cette belle présentation très bien illustrée. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Questions, commentaires? C'est bon. J'ai une question pour le professeur Bertrand. Ma question concerne les transpositions des gros vaisseaux qu'on voit tardivement. Et ça constitue un bon pourcentage de nos patients. Quel est votre avis sur ces minutes-là versus cette image de l'entrée? Je pense que si la présentation se fait avant le deuxième mois mensuel, on peut essayer le sectage pendant quelques semaines, 2-3 semaines, pour faire une réévaluation du VG. Si le masse VG s'améliore, on peut proposer des switches. Au-delà, je pense qu'il ne faut pas essayer le sectage, parce que pendant le lycée, le semaine, c'est une grosse action. À partir de ce volet-là, donc il faut aller vers une stratégie de ça. Pour les réflexions produites, c'est de faire de réparation anatomique, de la réparation physiologique, de la réflexion, de la réparation. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Allez-y. Bonjour, j'ai une question pour Xavier. À l'issue de l'exploration de la circulation collatérale dans les atrésies, votre équipe chirurgicale, qu'est-ce qu'elle fait comme traitement avant la CEC pour la circulation collatérale? Est-ce que vous embolisez? Est-ce que vous faites chirurgicalement? Je voudrais savoir quelle technique pour ne pas être inondé en perte de CEC. Est-ce que tu as pu entendre, Xavier? Oui, j'ai entendu aussi. C'est une très bonne question. Et c'est une question que c'est intéressant parce que c'est une question qu'on se pose chez nous quand on a des formes d'abso. Et puis c'est une question aussi quand on travaille avec les collègues marocains, on peut discuter des stratégies. L'objectif général, c'est de permettre une perfusion du maximum de segments pulmonaires possibles pour qu'il y ait le meilleur mixing, les meilleurs échanges alvéolo-capillaires. Donc, ce qu'on doit faire, c'est on doit regarder la taille des artères pulmonaires et on doit regarder qu'est-ce que vascularise les artères pulmonaires, combien de lobes pulmonaires sont vascularisés par les artères pulmonaires et combien de lobes pulmonaires sont vascularisés par les autres artères qui naissent de la hanche. Les artères, elles peuvent être soit communicantes, c'est-à-dire qu'elles communiquent avec les artères pulmonaires, soit non communicantes, c'est-à-dire qu'elles vascularisent indépendamment le lobe supérieur droit ou le lobe inférieur gauche, peu importe. Et quand les artères sont non communicantes, il faut essayer de les détacher de la hanche et il faut essayer de les reconnecter
sur les artères pulmonaires natives, pour essayer de garder la vascularisation de tous les lobes pulmonaires. Donc, il y a différentes stratégies. Des fois, les artères pulmonaires sont tellement petites que, finalement, elles sont d'une quantité négligeable. On met un tube, on essaie on appelle de faire des focalisations, des unifocalisations. Que les artères pulmonaires bougent souvent sur un tube. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la résistance à laquelle le ventricule droit va être soumise. Et donc, est-ce que le ventricule droit, il va pouvoir tenir, c'est-à-dire pomper à travers la résistance de ces néo-artères pulmonaires. Et donc, on fait toujours des stratégies d'unifocalisation qui sont assez difficiles techniquement par les chirurgiens. Et après, on essaie de fermer la CIV. Et quand on a fermé la CIV, on regarde si le ventricule droit tient le coup et on regarde la pression dans le ventricule droit. Si la pression dans le ventricule droit est inférieure aux 2/3 de la pression aortique, en général, on laisse comme ça. Si la pression est trop élevée parce que ces artères elles opposent une résistance, soit on est obligé d'enlever le patch de CIV, soit on fait un trou dans le patch de CIV pour que le ventricule droit puisse tenir le coup. Sinon, le ventricule droit va s'arrêter et l'enfant va décéder. Donc, c'est une cartographie et après une définition. Et ce qui nous permet de voir ce qu'on peut récupérer et comment on va le connecter au ventricule droit pour avoir une circulation physiologique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Xavier, est-ce qu'il y a un programme de Norwood à Bordeaux? Comment vous faites avec Oui, situation? On a un programme de Norwood depuis qu'on a commencé il y a à peu près 12 ans. On fait même plus que ça maintenant. Et on a un programme, donc on fait ce qu'on appelle des Norwood Sano, c'est-à-dire qu'en fait on prend les enfants, on essaie de faire, il faut qu'on fasse un diagnostic anténatal. Ensuite, quand le diagnostic anténatal est fait, on explique aux familles quel est le projet chirurgical qui comporte toujours 3 temps opératoires, pour leur expliquer que ça va être quand même une partie difficile. On offre toujours une possibilité vers l'interruption thérapeutique de grossesse parce qu'on considère que c'est une pathologie qui est extrêmement grave. Et les gens, selon leurs considérations personnelles, éthiques, religieuses, quelle que soit leur croyance, on les accompagne. Si on veut les accompagner dans un projet thérapeutique, on les prend, ils naissent à l'hôpital universitaire. Ils sont tout de suite transférés chez nous. On les évalue et en général, on fait ce qu'on appelle l'intervention de Norwood, qui consiste à refaire l'artère optique avec l'artère pulmonaire et à connecter les 2 artères pulmonaires à travers un tube qui fait en général 6 mm, qui s'appelle un tube de Sano. Donc on fait ce qu'on appelle des Norwood Sano. On attend que l'enfant soit stable et autonome sur le plan alimentaire. Avant, il restait à l'hôpital pendant plusieurs mois. Maintenant, on a beaucoup plus d'expérience. Les enfants rentrent chez eux avec une surveillance très régulière. Bientôt, on va les surveiller par télécardiologie pour la saturation. Comme tu as dit, la saturation, c'est très important. Et ensuite, on leur fait un gain à 6 mois, puis une DCPT entre 2 et 3 semaines. Et selon ton expérience, très brièvement, tu vois maintenant des enfants qui sont grands, des adolescents, même des adultes, qui ont eu des Norwood. Quelle est ton impression sur cette chirurgie qui est par exemple ce programme qui a commencé? Alors, ça reste un programme qui est extrêmement difficile parce que, à la différence des autres VU, il y a beaucoup de comorbidités chez ces patients qui ont souvent des anomalies de développement pulmonaire, qui ont souvent des problématiques de croissance des artères pulmonaires également. Et donc, la morbidité et la mortalité, il faut être honnête avec les parents et avec les collègues, elle reste plus importante que sur des ventricules uniques qu'on a l'habitude de traiter depuis les années 60, c'est-à-dire par exemple la trachéotomie tricuspide ou le ventricule unique à double entrée, où les résultats chirurgicaux et fonctionnels et la qualité de vie restent globalement meilleurs. Donc ça, il faut en avoir conscience. Parfois, ça marche très bien, mais on a un pourcentage de décès et un pourcentage de complications qui est plus important dans le programme de Norwood que dans les programmes de VU en général. Merci beaucoup Xavier, merci de cette excellente soirée. Merci à toute l'assistance. Donc on va rendre l'antenne à la prochaine session.